Le métal est une partie importante de presque toutes les sociétés. Et dans l'univers Pokémon, plusieurs de ces créatures de poche ont appris à utiliser l'acier de manière unique. Les Pokémon de type acier existent sous diverses formes, tailles et tempéraments, qu'ils recouvrent leur corps d'un métal résistant ou l'utilisent comme arme. Quels Pokémon de type acier ont vraiment un cœur d'or et lesquels seraient prêts à trancher leur ruban sans hésiter si l'occasion se présentait? Aujourd'hui, nous allons examiner ces Pokémon de type acier pour voir où ils se situent sur le spectre de la moralité. Avec Pokébinge, et voici les Pokémon de type acier, du bon au mauvais. Avant de commencer, posons quelques règles de base. Nous allons juger ces Pokémon selon les caractéristiques de l'espèce dans son ensemble, ce qui signifie que nous ne prendrons pas en compte les cas individuels des Pokémon concernés. Une exception peut être faite pour certains légendaires, mais ce sera principalement au cas par cas. Et si toute une lignée évolutive de Pokémon partage le type acier, ils occuperont une seule place. Nous commencerons par notre Pokémon de type acier le plus noble et descendrons jusqu'au plus maléfique, comme d'habitude. Même si la plupart des Pokémon de cette catégorie ont du métal froid qui recouvre leur corps, ils ont assurément un cœur chaleureux. Les Pokémon de type acier sont gentils. Nous allons commencer par faire une petite nage jusqu'à la magnifique région d'Alola pour notre médaille d'or du bien et notre premier légendaire, Solgaleo. Ce Pokémon métallique ressemblant à un lion est depuis longtemps considéré comme un émissaire du soleil dans la région d'Alola, et il est largement respecté dans toute la région. En plus d'être incroyablement puissant, Solgaleo est prêt à aider les autres, peu importe à quel point la situation peut être dangereuse, comme lorsqu'il s'est mis en danger pour sauver Lunala dans l'Arc Soleil et Lune de la série Pokémon. Bien sûr, Solgaleo a la capacité d'ouvrir des ultra-brèches, mais au lieu de chercher à laisser les ultra-chimères les venir à Alola, Solgaleo ne fait cela que parce que l'ultra-dimension est en réalité son lieu de vie. Étant donné que le Pokémon Soleil veille sur les habitants d'Alola et s'entend bien avec les autres personnes et Pokémon, nous pensons que la médaille d'or de la bonté est bien méritée pour ce Pokémon légendaire. Après un légendaire de la région d'Alola, nous passons à l'attribution de notre médaille d'argent de la bonté à un autre légendaire, mais cette fois-ci d'Unis, le Pokémon Volonté de Fer, Cobalion. Avec un tir de Pokédex comme Pokémon Volonté de Fer, il va de soi que Cobalion est un légendaire incroyablement coriace. Pendant une guerre dans le passé, Cobalion et les autres membres de la lignée des Lames de la Justice se sont battus sans relâche pour protéger les Pokémon plus faibles des humains, et il a une attitude qui apaise même les adversaires les plus féroces. Et la seule raison pour laquelle nous ne lui donnons pas la médaille d'or de la bonté, c'est que Cobalion garde encore une profonde méfiance envers la plupart des gens, et peut parfois se montrer assez dur envers les autres Pokémon, même s'il a bon cœur et souhaite protéger tous les Pokémon qu'il rencontre. C'est peut-être la première fois que cela arrive dans l'une de nos vidéos sur les types, mais les médailles d'or, d'argent et de bronze de la bonté vont à des Pokémon légendaires, puisque la médaille de bronze de la bonté revient à Zacian et Zamazenta. Ces deux Pokémon ressemblant à des canidés font partie de l'histoire de la région de Galar depuis des siècles, puisqu'ils ont aidé le roi de Galar dans un passé lointain. Et sans leur armure, Zamazenta et Zacian sont respectivement uniquement de type combat et fée. Mais c'est l'équipement de combat qu'ils revêtent qui augmente leur puissance et leur confère à tous les deux le type acier. Bien que Zacian et Zamazenta puissent se montrer implacables lorsqu'ils se battent, ils ont tous les deux le cœur à la bonne place, car ils cherchent à sauver la région de Galar ainsi que ceux qui y vivent. De plus, les deux Pokémon héros avaient une telle prestance que leurs alliés comme leurs ennemis étaient frappés d'admiration. Pour avoir sauvé la région de Galar et être tenus en si haute estime, tant dans le passé qu'aujourd'hui, la médaille de bronze est bien méritée. Ensuite, nous faisons un saut dans le passé avec la seule lignée de Pokémon fossiles possédant le type acier. Les Pokémon boucliers, la lignée de Bastiodon. Contrairement à certains Pokémon préhistoriques plus agressifs, Dinoclier et Bastiodon sont tous deux extrêmement doux et paisibles. De plus, ces Pokémon forment un groupe très soudé au sein de leur lignée évolutive. Bien que ni Dinoclier ni Bastiodon ne préfèrent engager un combat, ils sont tout à fait capables de se défendre. Bastiodon en particulier utilise la plaque dure et semblable à un bouclier qui recouvre son visage pour repousser tout attaquant afin de protéger les jeunes Dinocliers. En dehors de leur lignée évolutive, à moins d'être attaqués, ils semblent tous deux s'entendre avec pratiquement tous les autres Pokémon qu'ils rencontrent. Ainsi, leur nature pacifique et leur bonne entente avec la plupart des autres Pokémon expliquent leur classement élevé. Le prochain Pokémon Magearna n'est pas vivant mais n'est pas de type spectre. C'est un Pokémon artificiel. La source d'énergie qui donne vie à ce Pokémon légendaire a été créée par un scientifique bien intentionné il y a 500 ans.
Et même si Magerna n'est techniquement pas vivante, elle a tout de même la capacité d'évaluer les sentiments des autres et le désir de soigner les Pokémon blessés. De plus, dans le film Volcanion, dans La Merveille Mécanique, Magerna, bien que capturée par les méchants, fait tout pour protéger les héros, mettant sa propre sécurité encore plus en danger. Faire un vœu en regardant une étoile filante est toujours agréable, et avec ce prochain Pokémon légendaire, le Pokémon vœu. Jirachi est le Pokémon qui peut exaucer le désir de n'importe qui. Dans l'ensemble, Jirachi est un Pokémon plutôt bienveillant et s'entend bien avec pratiquement tout le monde qu'il rencontre. Alors pourquoi est-il classé un peu plus bas que plusieurs de nos autres légendaires de type acier? Eh bien, comme on le voit dans le film Jirachi, le faiseur de vœux, ce Pokémon des souhaits a parfois une attitude un peu enfantine et peut se montrer assez autoritaire avec les autres lors de rares occasions. De plus, même si Jirachi a le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu, il ne se réveille qu'une fois tous les 1000 ans, ce qui rend la période pendant laquelle le Pokémon des souhaits peut vraiment agir assez limité. Et même si ce n'est pas vraiment la faute de Jirachi, étant donné que tout vœu porté à l'attention de Jirachi semble être exaucé, quelle que soit sa nature. Cela peut mener à des situations assez inquiétantes. Mais comme Jirachi semble avoir une forte préférence pour exaucer les vœux des personnes ayant de bonnes intentions, et qu'il est lui-même un Pokémon plutôt gentil, nous souhaitons le meilleur à ce Pokémon des vœux et sommes heureux de le classer ici. La Hirouille, ou le métal terni, n'est rarement une bonne chose. Mais en ce qui concerne le Pokémon Coproderme, la lignée de Pachiraja, leur peau vert vif est une source de fierté pour eux. Charibari et Pachiraja forment une lignée évolutive qui vit avec les humains depuis des années et entretient une relation assez étroite avec eux. Bien que Pachiraja puisse parfois être grognon, lui et Charibari sont tous deux des Pokémon qui aident les autres grâce à leur immense force pour les travaux physiques. En dehors du fait d'aider les autres, Charibari et Pachiraja entretiennent un lien très étroit l'un avec l'autre et travaillent extrêmement bien dans leur lignée évolutive, formant des troupeaux soudés. Et si être grognon de temps en temps est la pire chose que la lignée de Pachiraja fait, on ne peut pas la classer plus bas. Il y a un vieux dicton qui dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais en tant que Pokémon pièce, Gromago est entièrement fait de vieilles pièces et il a l'air plutôt joyeux, donc ce dicton ne semble pas s'appliquer à lui. Bien que Gromago soit une addition très récente à l'univers Pokémon, ayant été introduit dans Écarlate et Violette, il possède déjà une entrée assez solide dans le Pokédex. L'une d'elles mentionnant que Gromago s'entend bien avec les autres et se fait rapidement des amis. Ce qui fait baisser un peu son classement, c'est qu'il peut utiliser les pièces qui composent son corps pour les lancer sur les autres s'il est agité, ce qui peut devenir agaçant, mais d'un autre côté, c'est peut-être comme de l'argent gratuit. Ensuite, nous avons le Pokémon Cloche de Bronze, la lignée Archéomir. Comme Archéomir et Archéodong ont tous deux été découverts nés sur des sites de fouilles datant d'il y a plus de 2000 ans, cette lignée évolutive existe depuis un bon moment. Et selon certaines de leurs entrées dans le Pokédex, Archéodong en particulier était un Pokémon très populaire, car les gens dans le passé croyaient qu'il pouvait aider leur culture à pousser et qu'il était aussi un annonciateur de pluie. Dans les jeux, jusqu'à présent, nous n'avons vraiment aucune preuve solide pour soutenir ces croyances. Quoi qu'il en soit, étant donné que Archéomir et Archéodong semblent être un duo de Pokémon relativement calme et qu'ils entretiennent une bonne relation avec les gens, nous pensons qu'ils méritent leur place dans ce classement. Perdre ses clés est quelque chose de très agaçant que beaucoup de gens vivent au moins une fois dans leur vie. Mais grâce au Pokémon porte-clés Trousselin, on peut être sûr que ces clés seront gardées en sécurité. Et alors que certains autres Pokémon pourraient ne pas apprécier la tâche de protéger des objets des autres, Trousselin adore absolument la mission qui lui est confiée. Comme nous l'avons mentionné, toute clé confiée à Trousselin est garantie en sécurité. Et de ce fait, c'est un Pokémon très populaire. Mais il y a tout de même un gros inconvénient. Le nom de Trousselin est un jeu de mots avec le terme kleptomane. Donc ce Pokémon porte-clés ne protège pas seulement les clés qu'on lui confie, mais il lui arrive aussi de s'introduire dans des maisons pour voler les clés qu'il désire. Cela dit, comme Trousselin veut vraiment aider les autres et garde une bonne attitude malgré ses petits cambriolages occasionnels, nous allons quand même le laisser dans la catégorie des bons Pokémon. Place suivante, Pokémon Corbeau Corvaïu. Malgré son apparence quelque peu intimidante, Corvaïus est un Pokémon très populaire et utile dans la région de Galar depuis des années. Grâce à leur grande intelligence et leur force, Corvaïus a aidé aussi bien les gens que les Pokémon à se déplacer partout dans la région de Galar, puisqu'il est utilisé comme taxi volant. Bien que leur apparence puisse inspirer la peur chez leurs ennemis, ce sont sans aucun doute de grands Pokémon au fond d'eux-mêmes. Passons maintenant à notre deuxième entrée qui vient de la région d'Alola. Nous avons le Pokémon Souris, la lignée de Sablette d'Alola.
En raison du grand nombre de Pokémon de type plante qui habitent également la région d'Alola, Sablette et Sablero se sont adaptés à leur nouvel environnement en passant de leur type sol habituel au double type glace et acier. Comme ils se trouvent tous les deux sur le mont Lanakila enneigé, ils sont un peu plus difficiles à rencontrer que certains autres Pokémon de la région. Bien que Sablette et Sablero puissent parfois utiliser la neige pour se camoufler, ils forment un groupe très soudé, Sablero en particulier n'hésitant pas à affronter des Pokémon extrêmement puissants, comme Tyrannosif, afin de protéger les jeunes Sablettes. Si vous vous promenez dans l'univers Pokémon, faites attention à ne pas marcher sur le Pokémon fourmi de fer, car Fermite pourrait vous infliger une morsure douloureuse avec ses puissantes mâchoires si son habitat est attaqué. Tout comme la lignée de Sablero d'Alola, les Fermites forment un groupe de Pokémon très soudés, travaillant ensemble pour protéger leur habitat et les membres de leur groupe. Fermite a quelques ennemis naturels, mais au lieu d'être l'agresseur dans ces situations, chaque fois qu'ils rencontrent Dunaconda ou Chaudard, ils s'unissent pour repousser leurs prédateurs bien plus grands. Et au lieu d'attaquer en groupe, Fermite possède en réalité une sorte de système hiérarchique, avec certains groupes remplissant des rôles spécifiques afin d'éloigner leurs prédateurs de leur habitat. Fermite veille à la fois sur son habitat et ses congénères, ce qui nous amène au sujet suivant. Voici notre première ultra chimère de cette section, Katagami, le Pokémon lame dessinée. Parmi toutes les ultra chimères, Katagami est la plus petite et la plus légère du groupe, mais ce qui lui manque en taille, il le compense largement par sa puissance. Les habitants d'Alola considèrent le Pokémon lame dessinée comme dangereux, principalement à cause des bords tranchants comme des rasoirs qui recouvrent le corps de Katagami. Cela dit, même si le corps de Katagami peut causer de sérieux dégâts si le Pokémon lame dessinée s'emballe, Katagami n'attaque pas vraiment les autres. De plus, comme on le voit dans la série, même si Katagami cause quelques dégâts dans la région d'Alola, le Pokémon lame dessinée utilise aussi sa lame pour trancher une météorite en morceaux afin de sauver l'école que fréquentent les personnages principaux. Il a effectivement une réputation assez sévère, mais pour l'aide qu'il apporte, nous plaçons le Pokémon lame dessinée dans notre section des bons. Notre prochaine variante régionale d'Alola est un exemple parfait de l'expression « le travail d'équipe est la clé ». Le Pokémon taupe, la lignée de Dugtrio d'Alola. Alors que les taupiqueurs et triopiqueurs d'Alola semblent avoir acquis la capacité de faire pousser des mèches dorées, en réalité il s'agit de moustaches qu'ils utilisent à la fois comme moyen de défense et pour communiquer entre eux. Triopiqueur en particulier est un trio de Pokémon qui travaillent en parfaite harmonie ensemble, ce qui leur permet de formuler des attaques dévastatrices afin d'abattre des adversaires puissants. Alors pourquoi plaçons-nous le Pokémon taupe si bas dans notre classement des bons Pokémon ? Eh bien, une croyance répandue veut que si l'on prenait une des moustaches de taupiqueur ou de triopiqueur, on serait maudit par la malchance pour une durée indéterminée. Même si c'est la faute du voleur des poils dorés, la malchance reste pénible. Quelle heure est-il ? Eh bien, peu importe, mais le concept du temps n'existerait pas dans l'univers Pokémon s'il n'y avait pas le Pokémon temporel, Dialga. Contrairement à la plupart des Pokémon légendaires qui n'apparaissent que dans un seul film, Dialga a été un personnage principal dans 2 d'entre eux, Tohain. Dans l'ascension de Darkrai, Dialga est un Pokémon très territorial et colérique, comme on le voit dans son combat contre Palkia et Darkrai dans l'ascension de Darkrai. L'intensité de leur combat a failli détruire toute une ville avant que les héros ne parviennent à calmer les Pokémon. Et si nous devions seulement nous baser sur le comportement de Dialga dans ce film, nous placerions cette légende bien plus bas dans notre classement. Mais ce qui permet à Dialga de rester tout juste dans notre section positive, ce sont les événements d'Arceus et le Joyau de Vie, où Dialga non seulement sauve les héros du film au risque d'être blessés par Arceus, mais les renvoie aussi dans le passé pour empêcher les dégâts causés par la fureur d'Arceus. En ce qui concerne les entrées du Pokédex de Dialga, la plupart mentionnent simplement qu'il contrôle le temps et pas grand-chose d'autre. On ne connaît pas bien le comportement de Dialga dans les jeux, mais pour ses actions courageuses occasionnelles, on doit le garder dans la section positive. Enfin, pour conclure notre section positive, nous avons la lignée de Melmetal, l'une des rares lignées légendaires qui évolue réellement. Comme quelques autres Pokémon de cette liste, Meltan a une façon assez unique d'évoluer en un Melmetal beaucoup plus grand et plus puissant. Comme Meltan nécessite quelques bonbons Meltan, 400, pour être précis pour remplir les conditions d'évolution, Melmetal est rare à croiser, même comparé à d'autres Pokémon légendaires. En dehors de leur méthode d'évolution plutôt inhabituelle, Meltan peut être considéré comme un petit nuisible, car il peut corroder d'autres métaux et grignoter tous les métaux qu'il rencontre. Cependant, lorsqu'il finit par évoluer en Melmetal, il gagne un certain respect parmi les autres, car au lieu de grignoter du métal, il a le pouvoir d'en créer et peut se montrer très utile.
De plus, lorsque la fin de vie de Melmetal approche, au lieu de rouiller, son corps se désagrège, créant davantage de Meltan. Et maintenant que nous avons parlé de nos bons Pokémon de type acier, nous arrivons sur un terrain plus neutre. Ces Pokémon de type acier se situent dans une zone grise. Pour débuter cette zone grise, nous avons une autre Ultra Chimère, le Pokémon rempart Stakataka. Comparé à certaines autres Ultra Chimères qui arrivent dans la région d'Alola, Stakataka est un Pokémon plutôt paisible. Malgré la taille impressionnante de cette Ultra Chimère, on ne sait vraiment à quoi ressemble Stakataka que grâce aux hauts murs qui recouvrent entièrement le corps du Pokémon. Cependant, on croit généralement que plusieurs petits Pokémon se sont assemblés pour former le corps de Stakataka. D'autres preuves en soutenant cette théorie sont les multiples paires d'yeux que l'on peut voir à travers les petites fissures et ouvertures dans les murs qui entourent son corps. Et comme nous l'avons dit, le Pokémon rempart a généralement une attitude assez calme. Mais si quelque chose atterrit sur cette Ultra Chimère, elle entre immédiatement dans une rage folle, causant d'énormes dégâts jusqu'à ce que ce qui est tombé sur elle soit éjecté. Ensuite, le calme habituel du Pokémon revient instantanément. Voyageons dans le passé, en Hisui, pour explorer la prochaine lignée évolutive, le Pokémon Bunker Coquille, la lignée Hisui et Goodra. Dans le passé, les Colimucus et Muplodocus de la région de Hisui ont développé des carapaces solides sur leur dos en raison de la forte teneur en fer de l'eau. Les nouvelles carapaces dures comme le fer ne sont pas la seule nouveauté des Muplodocus de Hisui. Mucuscule conserve sa personnalité insouciante habituelle, mais une fois évolué en Colimucus, il semble avoir troqué sa joie normale pour une attitude plus nonchalante. Quand Colimucus évolue en Muplodocus, ce comportement persiste, mais ils demeurent très attachés à leur dresseur. Toutefois, ce qui place la lignée de Muplodocus de Hisui en bas du classement, c'est que malgré leur capacité à créer des liens, ils peuvent devenir très collants et incontrôlables lorsqu'ils sont séparés de leurs proches. C'est une bonne qualité qu'ils développent, des relations très soudées, mais leur côté collant devient extrême lorsqu'ils causent pas mal de dégâts à cause de cela. Maîtriser ses émotions est une qualité essentielle. Cependant, notre prochain candidat, le Pokémon Lucario, a la capacité de ressentir les émotions de quiconque dans un rayon de 800 mètres. Contrairement à Majorna, Lucario n'utilise pas cette capacité pour rechercher et soigner des Pokémon blessés. Au contraire, Lucario est prêt à utiliser les auras et les sentiments des autres pour prendre l'avantage au combat et peut même les contrôler. Quand il combat, il peut se montrer assez agressif. Le Pokédex indique qu'une fois méga évolué, il est décrit comme sans cœur et se bat sans aucune pitié. Et même si cela peut sembler assez terrible, Lucario possède tout de même de bonnes qualités. S'ils forment un lien fort avec un dresseur, c'est un Pokémon d'une incroyable loyauté. Lucario est très fort et intelligent, sans aucun doute. Mais sa capacité à percevoir et à manipuler les émotions des autres, ainsi que ses techniques de combat impitoyables, le placent dans une zone grise. Vous connaissez sûrement Rodolphe, le renne au nez rouge. Il y a aussi le Pokémon au nez rouge, Tarinorm, le Pokémon boussole. Ce Pokémon qui ressemble à Grouchomarx possède un champ magnétique si puissant dans son corps que tous les appareils électroniques qui s'en approchent risquent de devenir fous à cause de Tarinorm. Même si cela fait partie de sa nature, il utilise une technique de chasse assez rude pour se nourrir. Tarinorm utilise les 3 petites excroissances de son corps, mieux connues sous le nom de Mininé, pour coincer sa proie avant de lui porter le coup final. En nageant vers notre prochaine place, nous avons le Pokémon Empereur, Pingoléon. Parmi tous les types acier de Pokémon, Pingoléon a sans aucun doute la plus haute opinion de lui-même. En utilisant les 3 cornes qui poussent bien sur leur bec comme mesure, le Pingoléon qui a les cornes les plus longues devient automatiquement le chef de son groupe. Et si vous deviez heurter leur fierté, vous feriez mieux de faire attention, car Pingoléon utilisera ses ailes aussi tranchantes qu'une épée pour découper tous ceux ou celui qui l'offense. Malgré leur ego, Pingoléon semble avoir un groupe social très soudé. Et en dehors de leur réaction plutôt extrême face à une fierté blessée, il n'y a pas grand-chose d'autre à leur reprocher. Ensuite, nous avons Steelix, le Pokémon serpent de fer. L'évolution était l'une des mécaniques les plus courantes entières dans l'univers Pokémon. Et alors que la plupart des Pokémon évoluent en montant de niveau ou en utilisant certains objets, si l'on se fie uniquement aux entrées du Pokédex de Steelix, Onix évolue en serpent de fer simplement en atteignant 100 ans. Et bien qu'Onix se trouve aussi souvent sous terre, Steelix est encore plus efficace pour se déplacer sous la surface de la Terre, avec des rapports mentionnant qu'il peut creuser sur plus d'1 mile à travers la Terre et les roches. Grâce à l'incroyable revêtement métallique qui recouvre leur corps, les Steelix peuvent encaisser pratiquement tout ce qu'ils rencontrent et peuvent être des adversaires redoutables en combat. Cependant, comme ils sont le plus souvent sous terre, ils n'ont pas beaucoup d'interaction avec les gens ou les autres Pokémon. En explorant le sous-sol et en nous aventurant dans des grottes, nous découvrons notre prochain Pokémon,
le Pokémon alliage Duraludon. Même si Duraludon a une couche de métal qui recouvre son corps, le Pokémon alliage est l'un des plus légers parmi tous les types acier, ne pesant que 39 kg. Et malheureusement pour Duraludon, sa couche de métal n'est pas la plus résistante, car elle rouille facilement au contact de l'eau, ce qui limite ses mouvements. C'est pour cette raison qu'il préfère rester dans les grottes. Cependant, malgré leur poids corporel assez léger, lorsque Duraludon passe en forme Gigamax, il devient très résistant aux dégâts, pouvant même supporter des tremblements de terre très facilement. En réalité, nous n'avons aucune information sur leur comportement avec les autres Pokémon ou les humains, ce qui les laisse dans une zone d'ombre. Puis à le Pokémon ver de terre. Heartworm décroche la couronne de roi des vers, et comme il mesure plus de 2,50 m de long et pèse plus de 270 kg, ce Pokémon ver de terre mérite amplement ce titre, puisqu'il fait généralement son habitat dans les déserts de la région de Paldea. Heartworm est essentiellement l'équivalent Pokémon des vers géants du film Tremor, heureusement sans le goût pour la chair humaine. Plutôt que de dévorer quelques malheureux individus cependant. Heartworm utilise les tentacules attachés à son corps pour lancer une pluie de coups de poing à ceux qu'il rencontre. Selon les informations limitées disponibles, comme c'est un nouveau Pokémon, nous sommes à l'aise de le laisser dans la section grise. Si vous n'aimez pas la chaleur, évitez notre prochain Pokémon, Heatran, le Pokémon d'homme de lave. Les volcans sont l'habitat naturel de ce Pokémon, et grâce à sa peau incroyablement épaisse, ainsi qu'à sa capacité à créer des boucliers pour se protéger de la roche en fusion, Heatran prospère dans des environnements que peu de gens envisageraient de visiter. Grâce à la disposition des griffes sur les pieds de Heatran, il est également très habile pour grimper, pouvant marcher facilement sur les murs et les plafonds. En dehors de leur habitat favori et de leurs compétences d'escape et d'escalade, nous en savons peu sur eux. Prenant l'expression à faire tourner les engrenages, au sens littéral, nous avons le Pokémon engrenage, la lignée de Cliticlic. Les 3 Pokémon de cette lignée s'emboîtent littéralement les uns avec les autres. Tic-Clic ou Cliticlic peuvent tous projeter les engrenages individuels qui composent leur corps, généralement comme technique de combat. Toutefois, si un engrenage tarde à revenir, ces Pokémon périront. En dehors de leur style de combat plutôt inhabituel, certaines entreprises de technologiques ont commencé à les utiliser comme mascottes. Mais à part cela, nos connaissances à leur sujet sont assez limitées. Ensuite, nous arrivons à la lignée de Noacier. Tant Grindur que Noacier sont des Pokémon qu'il faut manipuler avec précaution, car ils peuvent utiliser les nombreuses épines attachées à leur corps pour attaquer ceux qu'ils rencontrent, un leader. Avec Grindur, il a la capacité de projeter ses épines sur ses adversaires à grande vitesse. Et en ce qui concerne Noacier, il profite de ses nouveaux tentacules épineux, non seulement pour transpercer les autres avec ses épines, mais aussi pour frapper ses adversaires assez violemment. Passons maintenant au Pokémon sac de soie, Fortress. Nul ne connaît leur apparence sous leur carapace robuste, étant un mélange d'insectes et d'acier. On les trouve principalement dans les forêts ou zones boisées, cachées en hauteur dans les arbres. Lorsqu'ils repèrent un autre Pokémon qui pourrait faire un bon repas, ils se laissent tomber sur leur malheureuse victime avant de refermer leur épaisse carapace. Comme les Noaciers, Fortress peut projeter des morceaux de sa carapace pour repousser ses ennemis, en plus de ses techniques de chasse habituelles. Comme ces techniques sont brutales, on comprend que les Pokémon doivent se nourrir. Les Fortress ne projettent des morceaux de sa carapace que lorsqu'il est en danger. Passons maintenant au Pokémon piège, Stunfisk de Galar. Comme leur titre dans le Pokédex l'indique, les Stunfisk de Galar se contenteront de rester allongés en attendant que quelqu'un passe ou marche accidentellement sur eux avant d'attaquer. Et grâce à leur nouveau type acier, ils ressemblent plus ou moins à un piège à ours avec leurs nageoires métalliques dentelées de chaque côté de leur corps. Cependant, c'est une méthode paresseuse pour attaquer quelqu'un. En revenant à la région d'Alola, il faut qu'on parle du Pikachu rondouillard, Togedemaru. Comparé à d'autres Pokémon électriques, Togedemaru a une capacité limitée à produire de l'électricité. Cependant, lorsque Togedemaru est agité ou surpris, il dresse les poils semblables à de l'acier qui recouvre son corps et les plante dans celui qui l'a dérangé avant de le foudroyer avec de l'électricité. Même si c'est une tactique défensive, se faire piquer par une épine de fer est assez désagréable. Mais être électrocuté juste après rend la chose pire. En creusant vers notre prochain endroit, nous avons Excadral. Ce Pokémon adore creuser sous terre, et avec les griffes incroyablement acérées qu'Excadral possède, cette tâche devient extrêmement facile. Grâce à son talent exceptionnel pour creuser des tunnels, il est très apprécié des entreprises de construction, les aidant dans leurs excavations. Mais ce qui pose problème, c'est que lorsque ce Pokémon souterrain n'aide pas les gens, il peut facilement se laisser emporter par son envie de creuser, causant ainsi de sérieux dégâts, comme l'effondrement de tunnels de métro. Un membre des Titans légendaires occupe la prochaine place, le Pokémon de fer Registel.
Ce Pokémon existe depuis un bon moment et bien que la plupart des entrées du Pokédex de Régistel mentionnent simplement que le métal qui compose son corps est l'un des plus durs qui soit, ce qui place le Pokémon de fer dans une zone grise, ce sont les événements du film Lucario et le mystère de Mew. Au cours du film, Régistel agit en quelque sorte comme un gardien de l'arbre des origines, attaquant tout ce que Régistel perçoit comme une menace. Et même si Régistel se montre plutôt implacable lorsqu'il s'agit d'attaquer, une fois que les héros du film prouvent qu'ils ne représentent aucun danger pour l'arbre des origines, Régistel les laisse tranquilles. Un Pokémon du passé, Genesect, fait un retour fracassant dans le présent. Avec des archives remontant à 300 millions d'années qui mentionnent Genesect, ce Pokémon de type insecte et acier a la rare distinction d'avoir vécu à l'époque préhistorique sans pour autant être un Pokémon fossile officiel. Et nous n'avons vraiment pas grand-chose sur lequel nous appuyer concernant le comportement de Genesect dans le passé, à part le fait que ce Pokémon serait l'un des chasseurs les plus redoutés à l'époque où il parcourait la Terre. De nos jours cependant, la Team Plasma a trouvé un moyen de ressusciter Genesect et a greffé un canon sur le dos de ce Pokémon. Et même s'il est clair que Genesect n'est pas un participant volontaire au crime de la Team Plasma, le fait que ce Pokémon était craint dans le passé et à cause de la nouvelle arme que Genesect a maintenant attachée à son corps, cela crée une combinaison dangereuse. Mais ce qui l'empêche d'entrer dans notre prochaine catégorie, c'est le fait qu'il n'est pas vraiment un participant volontaire pour aider la Team Plasma. Et enfin, pour conclure notre zone grise, nous avons le Pokémon oiseau cuirassé, Hermure. Peu importe la région où vit Hermure, il y a de fortes chances que vous tombiez sur l'une de ses plumes abandonnées. Les plumes d'Hermure sont aussi tranchantes que des épées et il les utilise pour taillader ses adversaires au combat. Malgré ce comportement agressif limité au champ de bataille, Hermure entretient une rivalité intense avec Corvallis. Les deux Pokémon s'attaquent en plein vol lors de spectaculaires batailles aériennes. Contrairement à Corvallis, qui aide les gens pour le transport, Hermure n'a aucune étoile d'or à son actif. Comme il se montre plutôt impitoyable lors des combats, nous le plaçons tout en bas de notre section grise. Maintenant que notre zone grise est terminée, nous passons du côté obscur. Voici les Pokémon de type acier dont les actions sont bien plus dures et froides que leur propre type acier. Nous arrivons maintenant aux Pokémon dont les actions sont bien plus dures et froides que leur propre type acier. Les Pokémon acier comme la lignée des Pokémon multicycles Rivroom sont dépeints comme mauvais et méchants. Le premier Pokémon de ce duo, Veroom, est en réalité un Pokémon assez calme et décent, que l'on trouve le plus souvent dans des usines abandonnées. Cependant, une fois que Veroom évolue en un Rivroom plus grand et plus agressif, il développe des habitudes plutôt désagréables. Même avant de s'engager dans un véritable combat Pokémon, Rivroom fera de son mieux pour menacer ceux qui l'entourent en émettant des bruits forts avec son pot d'échappement. Cependant, si Rivroom se bat, l'une de ses tactiques préférées est de cracher des fluides toxiques par la bouche pour tenter d'empoisonner son adversaire. Bien que la lignée de Rivroom soit le Pokémon de prédilection de l'équipe Star, dans Pokémon Écarlate et Violette, elle semble aussi avoir des liens assez étroits avec ses dresseurs. Donc peu importe les dégâts qu'ils peuvent causer avec leur poison, nous n'allons pas les placer plus bas. En flottant vers notre prochaine place, nous avons le Pokémon de la zone magnétique, la lignée Magnézone. Dans la plupart des centrales électriques, vous verrez probablement au moins un Pokémon de la lignée Magnézone. Malheureusement, Magnéti et Magnéton sont largement considérés comme des nuisibles à cause du puissant champ magnétique qu'ils émettent. Si Magnéton se rassemble réellement en grand nombre, il est connu que les villes émettent une alerte, car pratiquement tous les appareils électroniques que Magnéton rencontre sont fichus. Après leur évolution en Magnézone, ils semblent moins attirés par l'électricité, heureusement. En fait, en ce qui concerne Magnézone, la plupart du temps, on les voit fendre le ciel nocturne à toute vitesse, et on les prend pour des objets volants non identifiés. Evoli est peut-être le Pokémon avec le plus d'évolutions différentes, mais en ce qui concerne les variantes régionales, Miaous détient pour l'instant la couronne. C'est l'heure de la lignée Pokémon Viking, Berserkat. À force de vivre avec des marins robustes, les Miaous de la région de Galar se sont tellement endurcis que leurs corps sont devenus de fer. Et bien que les Miaous de Galar se respectent entre eux, ils sont aussi connus pour se faire concurrence, celui qui a la plus grosse pièce sur la tête, obtenant le plus de respect. Après que Miaous ait évolué en Berserkat, il ne vit plus que pour une seule chose, l'excitation du combat. En fait, sa seule raison de vivre est de se battre et de blesser les autres, ce qui en fait un bon candidat pour cette catégorie. D'une lignée de Pokémon qui vit pour se battre, passons à un Pokémon qui vole pour les aider à se battre. Ensuite, nous avons le Pokémon Cavalerie, Escavalier. Au lieu qu'Escavalier utilise ses propres compétences pour se défendre, il vole en fait les coquillets de carabine pour se protéger et s'armer.
Heureusement pour eux, ces Pokémon sont des combattants très courageux et donc très populaires, surtout dans la région de Galar. Et bien que leur comportement courageux soit admirable, il semble qu'ils tirent la majeure partie de leur bravoure des coquilles volées à Carabing, ce qui les fait tomber dans la mauvaise catégorie. Puis il y a les Pokémon marteau, l'évolution de Tinkaton. Contrairement à Escavalier, qui prend des choses à Carabing sans mention d'attaque dans le Pokédex, on ne peut pas en dire autant de la lignée de Tinkaton. Tinkaton semble être le Pokémon le plus innocent de cette lignée évolutive, car il semble uniquement concentré sur la fabrication des meilleurs marteaux qu'il peut porter. C'est après son évolution en Tinkatuf qu'il commence à voler. Bien sûr, Tinkatuf travaille aussi sur les marteaux qu'il transporte, mais ces marteaux sont également fabriqués à partir de morceaux de métal que Tinkatuf vole à Skalpion et Skalproa sera Quaidide. Et puis après, il y a ces les avoir attaqués. Mais en réalité, c'est Tinkaton qui est le pire du trio. Au lieu de se contenter de voler des morceaux de métal à des Pokémon blessés, Tinkaton utilise volontiers son marteau, qui pèse bien plus de 200 livres, pour voler tout ce qui lui plaît. Si cela ne suffisait pas, il semble aussi avoir une rancune contre Corviknight, car il utilise son marteau pour lancer des pierres dans le ciel afin de toucher le Pokémon Corbeau. Nous ignorons la raison de leur haine envers Corviknight, mais il se classe définitivement parmi les mauvais. Ensuite, nous avons la lignée d'Agron, le Pokémon Armure de Fer, qui arrive en force. Dans certaines de nos entrées précédentes, il y a eu des Pokémon dans la lignée évolutive qui sont agressifs au début puis deviennent plus calmes, ou l'inverse. Avec Aéron, Lairon et Agron, cependant, les trois ont des problèmes de comportement qui ne sont clairement pas les meilleurs. Aéron est probablement le plus doux des trois, même s'il est considéré comme un nuisible par beaucoup, car la majeure partie de son alimentation se compose de choses comme des voitures, des rails de chemin de fer et d'autres objets métalliques qui sont soit très coûteux à remplacer, soit peuvent causer beaucoup de dégâts. Lairon, même s'il semble avoir abandonné le grignotage d'objets métalliques pour préférer manger du minerai de fer, reste assez agressif, utilisant son corps, recouvert de fer, pour effectuer des charges dévastatrices à grande vitesse. Et une fois qu'il évolue enfin en Galaking, son attitude empire encore, car Galaking attaquera toute personne ou toute chose qu'il rencontrera dans son environnement. Et si vous pensez pouvoir vous cacher, bonne chance, car on dit que Galaking est constamment à l'affût des intrus dans son territoire. Cependant, il possède tout de même quelques petites qualités, puisqu'il lui arrive de retourner la couche supérieure du sol de son environnement, ce qui aide la végétation à pousser magnifiquement et à s'épanouir. Enfin, nous avons Bamboiselle, notre troisième et dernier ultra-chimère d'Alola dans ce classement. Bamboiselle se distingue des ultra-chimères précédentes, qui, bien qu'ayant causé des dégâts, doivent être provoqués ou se rachètent d'une certaine façon. Alors que le Pokémon lancement est capable de voler à des vitesses incroyables, il le fait en projetant des jets de feu depuis ses bras. Et si ce n'était que ça, il ne serait pas placé aussi bas dans notre classement. Mais au moins une de ses entrées dans le Pokédex mentionne que Célestelé a provoqué des incendies qui ont brûlé des forêts entières. Et même si on peut avancer l'argument qu'il a besoin du feu de ses bras pour se déplacer d'un endroit à l'autre, le Pokémon lancement ne se soucie vraiment pas des dégâts qu'il cause. Lorsqu'il s'agit de combat de Pokémon, le Pokémon Scarabée, le style de combat de Scizor le met presque autant en danger que ses adversaires. La raison pour laquelle nous disons cela, c'est que si Scizor se laisse un peu trop emporter pendant le combat, la férocité de ses attaques peut en fait faire fondre son propre corps. En dehors des combats, il peut être assez destructeur, car il balance ses lourdes pinces sur n'importe qui ou n'importe quoi, et comme elles sont grandes et massives, ces pinces causent en fait de sérieux dégâts à tout ce qu'elles touchent. Certaines entrées du Pokédex mentionnent même qu'il peut briser un rocher d'un seul coup. Nous aimerions qu'il prenne un peu de recul pour réévaluer ses techniques de combat, car fondre est vraiment terrifiant. Mais pour tout ce qu'il fait sur et en dehors du champ de bataille, il mérite clairement son classement bas. Les ordinateurs sont essentiels pour la plupart des gens, et nous comptons sur eux pour de nombreuses raisons. Cependant, le Pokémon Jambe de Fer de la lignée de Métalos peut effectuer des calculs qui surpasseraient la plupart de nos ordinateurs. Alors que Terral, Metang et Métalos partagent une égalité avec certains Pokémon précédents de cette liste, puisqu'ils peuvent voler dans les airs avec une grande facilité, les trois Pokémon de cette lignée n'ont pas un comportement aussi doux que la lignée de Magnézone. Bien que Terral soit le plus doux des trois, la seule chose vraiment dure que l'on puisse dire à leur sujet, c'est qu'ils peuvent lacérer les autres avec leurs griffes acérées situées à l'arrière de leur corps. Metang, l'évolution intermédiaire de cette lignée, marque le début d'un comportement bien plus terrible. Les Metang sont connus pour être particulièrement implacables lorsqu'il s'agit de poursuivre leur proie. Et même si ce n'est pas idéal, ce qui joue vraiment contre eux, c'est le fait que Metang entre en collision avec des avions à réaction. Heureusement, grâce à leur corps extrêmement résistant, les Metang ne sont pas blessés par ces collisions.
Malheureusement pour tous les autres, ils sont soit gravement blessés dans le meilleur des cas, soit morts dans le pire des cas. Lorsque le Pokémon Jambe de Fer évolue enfin en Métalos, heureusement, ce Pokémon ne semble pas avoir l'habitude de causer des dégâts aux avions. Mais c'est à peu près la seule chose positive que l'on puisse dire à leur sujet. Bien qu'il soit l'un des Pokémon les plus intelligents, Métalos n'utilise pas son intelligence pour aider les autres, mais plutôt pour effectuer des calculs complexes qui servent son style de combat impitoyable. Et s'il a faim, attention, grâce à la puissance de ses 4 pattes, il peut attraper à peu près tout ce qu'il veut en les plaquant au sol et en les mâchant en morceaux. Croquant la concurrence et manquant de peu une médaille du mal, nous avons le Pokémon trompeur Misdibule. Ce qui semble être des cornes attachées à la tête de Misdibule au premier regard est en réalité une paire de mâchoires incroyablement puissantes que le Pokémon trompeur adore utiliser. La plupart du temps, Misdibule fera de son mieux pour baisser la garde des autres avec son visage mignon avant de mordre quiconque a le malheur de se trouver à portée de ses mâchoires. Et une fois que Misdibule parvient à planter ses dents dans sa victime, il est connu pour la déchirer en morceaux. Et comme il existe des entrées du Pokédex indiquant que les mâchoires d'yeux de Misdibule sont assez puissantes pour mâcher des barreaux de fer, le Pokémon trompeur n'a aucun mal à venir à bout de ses victimes en un rien de temps. Et s'il parvient à atteindre sa forme de méga-évolution, sa cruauté devient encore pire. Une armée de Pokémon se précipite pour prendre la prochaine place et réclamer notre médaille de bronze du mal. Nous avons la lignée de Pokémon à grande lame de Roi Gambit. Quand il s'agit du premier Pokémon de cette lignée évolutive, Poniard, ces petits fantassins forment des groupes serrés et tailladent les autres Pokémon avec les lames acérées qui recouvrent leur corps. Et si vous espériez que Poniard puisse avoir une lame émoussée, détrompez-vous, car ils prennent grand soin de garder leur lame parfaitement aiguisée. Bisharp agit plus ou moins comme le commandant du groupe, envoyant les Pontiards non évolués au combat et restant plutôt en observateur jusqu'aux derniers instants, où Bisharp intervient pour porter le coup final. Lorsque Bisharp rejoint le combat, son style de combat a été décrit comme impitoyable et prêt à tout pour gagner. Avec Kingambit, on les voit moins souvent dans les groupes que Poniard et Bisharp. Mais lorsque Kingambit fait partie de l'armée, il prend la première place, poussant les Poniard et Bisharp jusqu'à la fin du combat. Cependant, Kingambit n'est vraiment pas le meilleur tacticien et utilise simplement le grand nombre d'autres Pokémon qu'il commande pour se battre avec la plus grande brutalité possible. Pour notre médaille d'argent du mal, cette lignée de Pokémon est littéralement un cran au-dessus des autres, car elle revient au Pokémon épée royale, la lignée d'Aegislash. Les 3 Pokémon de la lignée d'Aegislash ont toujours été associés au pouvoir et à la royauté, et il n'est pas vraiment difficile de comprendre pourquoi. Mais bien que Monorpal, Dimoclès et Exagide soient tenus en haute estime, ces 3 Pokémon ont des habitudes plutôt peu recommandables. En ce qui concerne Monorpal, si quelqu'un le saisit par la garde, il utilisera le tissu attaché à son corps pour s'enrouler autour de la personne et lui aspirer la vie. Dimoclès ne semble pas vraiment avoir ce comportement de drainage de vie, cependant les 2 Pokémon coopèrent lors d'attaques parfaitement coordonnées pour tailler en pièces leurs adversaires. Exagide, plutôt que d'absorber l'essence vitale des autres, ou d'utiliser ses lames pour réduire ses adversaires en confetti, concentre ses pouvoirs sur le contrôle et la manipulation des autres. Comme nous l'avons dit, Exagide a longtemps été reconnu comme un Pokémon utilisé par la royauté dans le passé, mais au lieu de laisser les souverains des terres qu'il contrôle avoir leur libre arbitre, Exagide utilise ses pouvoirs pour que les dirigeants se comportent comme ils le souhaitent. De plus, une entrée du Pokédex mentionne qu'après la mort d'un roi d'un royaume, alors qu'Exagide le contrôlait, le royaume est rapidement tombé par la suite. Alors, avec des crimes tels que tuer quelqu'un lentement, des techniques de combat impitoyables et la manipulation, est-ce vraiment surprenant que le Pokémon épée royale obtienne la médaille d'argent du mal? Si vous croisez le détenteur de notre médaille d'or du mal, nous avons un seul conseil pour vous. Courez! Parce que le Pokémon Prisme Necrozma crinière du couchant est tellement vicieux qu'il est impossible à contrôler. Nous avons beaucoup de peine pour Solgaleo puisque Necrozma a décidé de fusionner avec le Pokémon Soleil afin de siphonner l'énergie de cette créature légendaire. Quand Necrozma prend le contrôle de Solgaleo et devient Necrozma crinière du couchant, il bondit et lacère tout sur son passage, objet comme personne. Bien que Misdibule fasse quelque chose de similaire avec sa mâchoire puissante, rien n'indique qu'il soit incontrôlable, à la différence de Necrozma crinière du couchant. La quantité de mal que Necrozma crinière du couchant inflige à tous ceux qu'il croise, ajoutée au fait que Necrozma contrôle Solgaleo contre la volonté du Pokémon légendaire et que personne n'a la moindre chance d'arrêter la folie destructrice de Necrozma crinière du couchant, sont largement suffisantes pour décerner au Pokémon Prisma la médaille d'or du mal. Mais maintenant que notre spectre de moralité est complet, concluons en distribuant quelques médailles du pêcheur.
Avoir l'ego meurtri, c'est toujours pénible, donc la médaille de l'orgueil revient à Pingoléon, qui est prêt à démolir n'importe quoi ou n'importe qui si son ego est blessé d'une quelconque manière. La médaille de l'avarice revient à la lignée de Forgelina, car elle vole des objets à d'autres Pokémon pour fabriquer leur marteau, qu'elles utilisent ensuite pour voler encore plus. Nous attribuons la médaille de la paresse à l'immonde de Galar, car sa forme régionale n'est pas la plus mobile et ne bouge vraiment que pour mordre les pieds de ceux qui marchent accidentellement dessus. Aider les autres est une habitude que tout le monde devrait essayer d'adopter dans sa vie quotidienne. Mais la médaille de Darwin revient à Jirachi. Le Pokémon Sway n'est pas forcément stupide, mais puisque Jirachi exauce n'importe quel vœu qu'on lui apporte, on pense qu'il devrait peut-être réfléchir aux conséquences que certains de ses vœux pourraient entraîner. La médaille de la colère revient à Necrozma, crinière du couchant, car sa férocité est si intense qu'il est impossible de tenter de contrôler ce Pokémon. Et enfin, notre médaille de la gourmandise revient à la lignée de Métalos. Puisque, une fois que Metang évolue en Métalos, leurs habitudes alimentaires cauchemardesques consistent à clouer leurs proies au sol avant de les mâcher en morceaux, nous pensons qu'ils méritent clairement la médaille de la gourmandise. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de notre classement. Et dites-nous quel Pokémon de type acier vous trouvez le plus gentil et le plus maléfique. Activez la cloche de notification et regardez nos autres vidéos sur Pokébench, votre référence Pokémon. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.